êtes sur Isae Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Au sommet de cette édition en Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir remporte une large victoire aux législatives, consolidant sa majorité à l'Assemblée nationale. En RDC, le porte-parole de l'armée suspendu après des propos jugés anti-Tutsi. Aux États-Unis, 2 milliards de dollars promis à l'ONU pour l'aide humanitaire. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir a remporté une victoire écrasante lors des élections législatives. Cette performance consolide sa majorité à l'Assemblée nationale et renforce son contrôle sur la scène politique nationale, marquant une étape clé avant les prochains échanges électoraux. Suivez ce reportage. En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir renforce son emprise sur le Parlement. Le RHDP du président Alassane Ouattara remporte 197 sièges sur 255, soit près de 77% de l'Assemblée nationale. Les résultats définitifs ont été annoncés par la commission électorale indépendante. Le scrutin qui s'est tenu ce samedi intervient 2 mois après la réélection d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat. La participation reste faible, seulement 35% des électeurs se sont déplacés, un chiffre en baisse par rapport aux législatives de 2021. Le RHDP s'impose largement dans le nord du pays, un bastion historique du pouvoir. Mais le parti progresse aussi dans le sud et l'ouest, longtemps favorable à l'opposition. Le PDCI voit son nombre de députés divisé par 2. Le parti de Laurent Gbagbo, absent du scrutin, disparaît de l'Assemblée. Coupe d'Afrique des Nations, les Super Eagles se préparent à affronter l'Ouganda ce mardi avec pour objectif de rester invaincu dans le tournoi. L'équipe cherche ainsi à confirmer son statut de favori et à asseoir sa domination dans la compétition. Reportage à suivre. À la Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria poursuit son parcours sans faute. Déjà qualifiés pour les phases à élimination directe, les Super Eagles affrontent l'Ouganda mardi lors de la dernière journée du groupe C. À Fès, la sélection se prépare à l'écart de l'agitation. Un choix assumé par le sélectionneur nigérian. Je pense que c'est la meilleure ville pour nous parce que nous n'avons rien entendu, nous ne voyons rien. Nous sommes seulement concentrés sur notre groupe et sur le match que nous pouvons regarder à la télévision. Donc nous sommes seulement concentrés sur notre groupe et sur le projet de match. Et c'est très bien pour moi. Avant ce dernier match, l'Ouganda conserve une chance de se qualifier. Pour cela, il faudra battre le Nigeria et espérer un faux pas de la Tunisie.
Vous savez que nous sommes en face d'une équipe qui a été finaliste de la dernière CAN. Ils ont très bien joué, ils ont obtenu le maximum de points. De toute façon, nous jouons contre le Nigeria, nous savons comment nous devons jouer si nous voulons changer les choses. Maintenant, nous devons obtenir un bon résultat car nous n'avons pas de solution. J'espère que les joueurs donneront le meilleur d'eux-mêmes pour le match de demain. Ce sera dur, ce sera difficile, mais en football, tout est possible. Pour les Super Eagles, ce match est l'occasion de conclure une phase de groupe parfaite avant de se projeter vers les phases à élimination directe. En République démocratique du Congo, le porte-parole des forces armées a été suspendu suite à des propos jugés anti-Tutsi. Cette décision relance le débat sur la tolérance des autorités face au discours de haine et sur la nécessité de protéger la cohésion nationale. Image à suivre. La République démocratique du Congo est prise dans une controverse sur la tolérance supposée du gouvernement envers les rhétoriques anti-Tutsi. Dernière polémique en date, les propos discriminatoires du porte-parole de l'armée congolaise. Invité de la télévision publique samedi, le général-major Sylvain Ekenge a ciblé les femmes Tutsi en les accusant de faire partie d'une prétendue stratégie d'infiltration du Rwanda. La réaction des autorités ne s'est pas fait attendre. Dès le lendemain, Sylvain Ekenge a été suspendu de ses fonctions de porte-parole des FARDC. Dans un communiqué, l'état-major général a condamné des propos incompatibles avec les valeurs républicaines de l'armée et qui ne reflètent pas la position du gouvernement. Mais pour les critiques du président Félix Tshisekedi, cet incident n'est pas isolé. Le gouvernement rwandais accuse de longue date les forces congolaises de violence contre la minorité Tutsi des Banyamulenge dans le sud Kivu. Cette dernière controverse intervient alors que les rebelles du M23, soutenus par Kigali, contrôlent toujours de larges portions de l'est de la RDC. En 2025, plus de 3000 migrants ont perdu la vie en mer sur la route de l'Espagne. Bien que ce chiffre soit en baisse par rapport à l'année précédente, les associations de défense des droits des migrants insistent sur le fait que la sécurité des traversées reste préoccupante. Suivons ensemble. Plus de 3000 migrants sont morts ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l'Espagne en 2025, selon un rapport de l'ONG Caminando Fronteras. Ce bilan marque une forte baisse par rapport à l'année précédente. Mais les associations de défense des droits des migrants mettent en garde, cette diminution ne signifie pas que les traversées sont plus sûres. Selon Caminando Fronteras, 3090 personnes se sont noyées entre janvier et mi-décembre 2025, dont 437 enfants. Le ministère espagnol de l'Intérieur indique qu'un peu moins de 36 000 migrants en situation irrégulière sont arrivés par voie maritime et terrestre au cours de cette période, contre plus de 60 000 en 2024. Les autorités attribuent une grande partie de cette baisse au renforcement des contrôles aux frontières, en particulier en Mauritanie. Le pays a signé l'année dernière un accord migratoire de 210 millions d'euros avec l'Union européenne afin de limiter les départs. Mais Human Rights Watch accuse les autorités mauritaniennes d'abus systématiques à l'encontre des migrants. Le gouvernement nie fermement ces allégations. La Russie affirme une attaque de drone menée par l'Ukraine a visé la résidence du président Vladimir Poutine dans la nuit. Moscou avertit que cet incident pourrait influencer sa position dans les négociations visant à mettre fin au conflit en Ukraine. Reportage à suivre. Le régime de Kiev a lancé une attaque terroriste à l'aide de 91 drones à longue portée contre la résidence officielle du président de la Fédération de Russie dans la région de Novgorod. Tous les drones ont été détruits par nos systèmes de défense aérienne. Des accusations immédiatement rejetées par Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien évoque un nouveau mensonge et un prétexte pour frapper à nouveau son pays. En réponse à cette attaque imputée à Kiev, Sergueï Lavrov a promis des représailles du Kremlin. Selon le chef de la diplomatie russe, Moscou va réviser sa position dans les négociations visant à mettre fin au conflit. Le timing de ces annonces interroge,
Les Russes chercheraient-ils à discréditer Volodymyr Zelensky alors que ce dernier était en Floride pour une nouvelle rencontre avec Donald Trump? Le locataire de la Maison-Blanche qui l'assure, un accord avec son homologue ukrainien est désormais très proche, avec à la clé, selon lui, d'importantes garanties de sécurité pour Kiev. À Gaza, de nombreuses familles déplacées survivent dans des abris précaires exposés au froid et à la pluie. Depuis le 13 décembre, au moins 12 personnes sont mortes d'hyperthermie ou suite à l'effondrement de leurs habitations, selon le ministre de la Santé. Suivons ensemble. Dans des camps de déplacés à travers la bande de Gaza, des dizaines de milliers de Palestiniens ont enduré de nouvelles averses hivernales ce week-end. Depuis plus de 2 ans, de nombreuses familles ont vu leurs habitations détruites par les bombardements de l'armée israélienne. Elles vivent désormais dans des tentes de fortune qui peinent à résister aux rafales de vent et à la pluie. On vit dans cette tente depuis 2 ans. Chaque fois qu'il pleut et que la tente s'effondre sur nos têtes, on essaie de monter de nouveaux morceaux de bois. Comme tout est devenu cher et sans aucun revenu, on peut à peine acheter des vêtements pour nos enfants ou des matelas pour qu'ils puissent dormir, alors que notre matelas a été inondé. Mon Dieu, la situation dans laquelle on se trouve est mauvaise. Notre tente est cassée, déchirée ici et là. Chaque fois qu'il pleut, la tente s'effondre et on doit la réparer à nouveau. Les dernières pluies ont aussi causé des inondations dans les camps. La boue transforme les chemins en zones marécageuses. Dans l'enclave, les parents tentent par tous les moyens de mettre leur famille à l'abri. Je ramasse du nylon, du carton et du plastique dans les rues pour les garder au chaud. Ils n'ont pas de couverture adéquate. C'est la souffrance. Je ramasse du nylon ici et là pour les protéger du froid. Il gèle, l'humidité est forte, l'eau s'infiltre de partout. Je ne sais pas quoi faire. Depuis le 13 décembre, au moins 12 personnes sont mortes d'hypothermie ou dans l'effondrement d'habitations à cause des intempéries, selon le ministère de la Santé gazaoui. À Washington, Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont affiché une entente cordiale. Mais derrière les apparences, des divergences subsistent sur l'avenir de Gaza. Le président américain plaide pour une avancée vers la deuxième phase du cessez-le-feu, tandis que le premier ministre israélien insiste sur le désarmement complet du Hamas. Reportage à suivre. On les a vus être très cordiales l'un à l'égard de l'autre, mais sur le fond, ils ne sont pas totalement alignés. Donald Trump veut faire avancer l'accord de paix à Gaza, il veut enclencher la deuxième phase. Et Benjamin Netanyahou, lui, réclame le désarmement complet du Hamas. Il conditionne aussi toute avancée à la restitution de la dépouille du dernier otage israélien. Or, de l'autre côté, on sait que le Hamas, et il l'a répété d'ailleurs, refuse de rendre ses armes. Il dit que se désarmer, c'est se rendre, il ne veut pas en entendre parler. On comprend donc que l'avenir du cessez-le-feu à Gaza reste très fragile. Et tout ça dans un contexte tendu puisque Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violation du cessez-le-feu. À cela s'ajoutent les tensions régionales. Les États-Unis s'inquiètent des actions israéliennes en Syrie et au Liban. Pour Israël, l'Iran est l'ennemi central puisqu'il soutient le Hezbollah au Liban et des forces armées en Syrie. Mais les États-Unis craignent une escalade plus large alors qu'Israël, de son côté, estime devoir agir pour prévenir toute menace. Donc oui, il y a une relation de travail entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou et des intérêts communs. Mais cette rencontre montre surtout des divergences réelles sur la méthode, sur le calendrier et les priorités. Et c'est ce qui rend ces discussions aujourd'hui à la fois cruciales et très délicates. Dernière actualité pour boucler cette édition, en Amérique, les États-Unis annoncent un don de 2 milliards de dollars à l'ONU pour l'aide humanitaire. Ce geste contraste avec la réduction progressive de l'aide internationale engagée par l'administration Trump ces dernières années, marquant une volonté de soutenir les crises humanitaires à l'échelle mondiale. Reportage à suivre. Les États-Unis se sont engagés à verser 2 milliards de dollars à l'Organisation des Nations Unies pour financer ses programmes d'aide humanitaire. Ce montant ne représente qu'une fraction de ce que les États-Unis ont contribué dans le passé. L'administration du président Donald Trump n'a cessé de diminuer l'aide internationale américaine cette année. Selon l'ONU, le financement américain de ces programmes a pu atteindre jusqu'à 17 milliards de dollars ces dernières années, avant de baisser drastiquement en 2025.
D'autres donneurs importants comme la France, le Royaume-Uni ou l'Allemagne ont aussi réduit leur budget d'aide humanitaire cette année. Malgré ces coupes, les besoins ont explosé dans le monde entier. En 2025, les agences de l'ONU ont dû répondre à des situations de famine au Soudan et à Gaza, au déplacement de dizaines de milliers de personnes fuyant la violence dans l'est du Congo, ou encore à des catastrophes naturelles dans plusieurs régions du monde. Selon le département d'État, ces 2 milliards de dollars doivent permettre de réformer le soutien américain à l'ONU en fournissant une assistance plus ciblée directement à des crises spécifiques ou des pays dans le besoin. Dans un premier temps, 17 pays devraient bénéficier de cette aide américaine réformée, dont le Bangladesh, la République démocratique du Congo, Haïti, la Syrie et l'Ukraine. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour demain.